Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, ah bah si Nicolas est là. Donc je sais pas, oui, je sais pas. Il m'a dit qu'il ne serait pas là, donc mais bon, apparemment c'est une photo, donc je sais pas s'il nous entend, s'il nous voit, je ne sais pas. De toute façon, donc la vidéo est enregistrée, donc je la mettrai ce soir sur Classroom, comme d'habitude. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu le plan que nous allons mettre en place aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais vous reparler des erreurs et des choses bien que j'ai reçues depuis le dernier cours. D'accord? Donc les choses qu'il va falloir améliorer, ne pas refaire ces erreurs-là. Mais également, je vais vous présenter 2 textes qui m'ont été envoyés, que j'ai trouvé de très très bonne qualité. Donc je vais vous les lire. Les personnes sont là, hein, donc elles vont se reconnaître. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, après, on va faire une compréhension orale. Donc je vais vous faire écouter un texte qui est un petit peu long, qui fait 10 minutes. D'accord? C'est un texte très récent, puisqu'il a 4 jours ou 5 jours. OK? C'est une interview qui a eu lieu donc, sur la chaîne RTL en France, donc d'un personnage connu. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous ai proposé plusieurs questions que je vais vous poser ensuite, après avoir écouté cet audio, ce fichier audio, d'accord? Ensuite, je vous ai envoyé également un document sur le protectionnisme américain, notamment. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Là encore, je vous poserai des questions et on discutera comment nous pourrions faire une présentation orale de ce document, ok, qui n'est pas facile, mais nous allons voir comment ouvrir le sujet sur quelque chose d'un petit peu plus vaste pour pouvoir en discuter plus facilement. Et puis, donc, je vous proposerai un sujet complet. Alors, quand je dis sujet complet, c'est-à-dire que je vais vous fournir un fichier audio. Alors ça, ce sera à faire chez vous. Hein. Un fichier audio. Vous aurez des questions de compréhension orale auxquelles il faudra répondre. Donc, ce sera un premier exercice. Ensuite, vous aurez on va dire un essai argumenté à faire en relation directe avec ce texte. Et vous aurez également une expression orale à faire. En fait, ce sera la réponse au courrier que vous aurez fait. D'accord? Ce sera donc un discours que fait une personne en réaction au courrier qui lui avait été envoyé. Donc, vous aurez toutes les étapes à faire. Donc, il y aura 3 exercices à faire en un. Donc, ça, je vous expliquerai ça à la fin. Donc, dans un premier temps, je voudrais revenir sur les quelques erreurs qui ont été faites pendant le. Alors, ça peut être des erreurs de grammaire, des erreurs de méthodologie. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, un adjectif en français ne peut pas être seul dans une phrase. Il est obligatoirement accompagné d'un nom ou d'un pronom. OK? Donc, alors, j'en reviens à un autre point de grammaire que je vais expliquer tout de suite. Rappelez-vous que lorsque vous allez passer un examen, votre expression orale sera notée par les correcteurs qui sont en face de vous, mais tout ce qui est partie écrite sera généralement envoyé à Paris et donc corrigé par des Français qui ne parlent pas obligatoirement votre langue. OK? Donc, il y a des expressions que vous utilisez dans votre propre langue qu'ils ne vont pas comprendre si vous les traduisez littéralement. OK? Moi, avec ceux parmi vous qui sont espagnols, je le comprends parfaitement. Je sais très bien ce que vous vouliez dire. Même si ça n'a aucun sens en français, je sais très bien ce que vous vouliez dire. Mais pour ceux qui sont italiens ou d'autres pays, je ne comprends rien à votre langue. Donc, si vous me faites du copier-coller de votre langue, je n'ai aucune idée de ce que vous voulez me dire. Je vais vous donner un exemple qui m'a été fait. C'est, par exemple, la phrase « estoy comiendo ». D'accord? Donc, c'est le verbe « être » suivi du gérondif en espagnol. Si vous le traduisez littéralement, c'est « je suis en mangeant », ce qui n'a aucun sens
en français. Estar plus le gerundio, c'est être en train de en français. D'accord? Donc, je suis en train de manger. Si vous me mettez je suis mangeant, si je ne parle pas espagnol, je ne comprends rien. OK? Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a des structures syntaxiques qu'il faut que vous connaissiez par cœur. Vous devez savoir que estar plus gerundio, c'est être en train de plus infinitif. OK? Donc, ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et l'espagnol peut mettre l'adjectif tout seul. Lo importante es trabajar. En français, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire l'important, c'est de travailler. Le point important, la chose importante, l'élément important, il faut rajouter un nom. D'accord? Donc, voilà des choses qu'il faut que vous appreniez à maîtriser. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est bizarre, je ne vois personne aujourd'hui, là. Tout le monde se cache, là. Mis à part 3, là, tout le monde se cache. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous avez peur ou quoi aujourd'hui? Vous êtes tous cachés, là. Vous êtes tous cachés, pour ainsi dire. Ah, il y en a une autre qui réapparaît. D'accord, oui, donc vous avez tous votre caméra qui est bloquée, là. Mis à part Maria, Guilia, Andrea et... je n'ai même pas le prénom qui s'affiche. Isabelle, non? C'est Isabelle? Donc tous les autres, vous êtes cachés. Bon, c'est pas grave. Anna, Anna, tu as eu un problème avec les partitifs. On a vu ce point grammatical l'autre fois. Des se transforme en de devant un adjectif. D'accord? Quand l'adjectif est devant le nom, on met de à la place du des. Ce sont des fautes qui reviennent. Il faut absolument que vous maîtrisiez. Je vous ai dit, apprenez à vous connaître. Vous savez que vous faites ces erreurs-là. Vérifiez ces erreurs en priorité avant de renvoyer une copie. OK? À la place de aussi, qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot? Également. Voilà, c'est beaucoup plus formel. D'accord? N'utilisez pas le mot aussi, utilisez le mot également. Et comme tous les adverbes, si vous mettez une conjugaison avec un temps composé, l'adverbe doit être entre l'auxiliaire et le participe passé. On ne dit pas j'ai mangé également, mais j'ai également mangé. D'accord? Les adverbes se placent entre l'auxiliaire et le participe passé. Et les mots même. Pardon, Laetitia? Les mots même, c'est la même chose. Alors, même quand il est synonyme de aussi, tu peux le mettre au même endroit que les autres. Par contre, même tu peux l'utiliser dans des phrases conditionnelles. Même s'il pleut, j'irai à la plage, par exemple. Et là, tu es obligé de le mettre devant. Mais ce n'est pas même tout seul, c'est même si. Ouais. OK? Oui, j'ai compris. Est-ce que vous connaissez la différence entre tenir compte? Alors, vous mélangez tenir compte et prendre en compte. D'accord? Attention, ce sont deux expressions différentes. On dit tenir compte de quelque chose et prendre en compte quelque chose. Donc, si vous mettez le complément devant, le pronom relatif va changer. La chose que j'ai prise en compte ou la chose dont j'ai tenu compte. D'accord? Donc, faites très attention. Tenir en compte, ça n'existe pas. Et prendre compte, ça n'existe pas. OK? Ça, ce sont des petites fautes que j'ai vues. Faites attention également au genre des mots. Il y a encore trop d'erreurs. En espagnol, les mots ventaja et periodo sont féminins et masculins dans cet ordre-là. C'est l'inverse en français. On dit un avantage et on dit une période. D'accord? Donc, vérifiez toujours dans un dictionnaire. Maintenant, je voudrais vous présenter donc une synthèse et une lettre qui ont été faites par certains d'entre vous. Je ne les cite pas, ils vont se reconnaître. Je les ai trouvées d'excellente qualité. D'accord?
Donc, je voulais vous présenter un petit peu. Alors, tout d'abord, donc, la lettre dans un forum sur le vaccin obligatoire. Bonjour à toutes et à tous. Je viens de voir un reportage et je souhaiterais soulever un point qui me semble de la première importance, la vaccination obligatoire. En tant que mère de 3 enfants, je suis concerné de près par ce sujet qui est au cœur de vives polémiques. En effet, la méfiance des parents face aux vaccins et leurs éventuels graves effets secondaires s'accroît considérablement. Une telle approche est due certainement à l'amplification des doutes, surtout via les réseaux sociaux. Toutefois, il a été démontré que les complications sont extrêmement rares. Je crois fortement que la vaccination est un pilier de la bonne santé, notamment si l'on considère qu'elle est souvent le meilleur, voire l'unique moyen de nous protéger contre les maladies infectieuses graves. C'est grâce à elle que notre système immunitaire réussit à se défendre des infections. Les enfants vaccinés contre une maladie ne peuvent pas l'attraper. En conséquence, ils ne peuvent pas la transmettre aux autres. De plus, les études montrent que les risques liés à l'utilisation des vaccins sont presque nuls à côté de la protection qu'ils assurent. Alors là, il y avait une faute. Ce n'était pas à côté, c'est comparé à. En définitive, il faudrait absolument que les parents fassent vacciner leurs enfants pour protéger l'ensemble de la population et empêcher la réapparition de maladies infectieuses. La personne avait dit des maladies infectieuses. N'oublions pas l'épidémie de rougeole que l'on croyait éradiquée et qui a pourtant provoqué en France plusieurs décès. Les vaccins sont sûrs et efficaces et ceux qui ont été administrés dans le monde entier ont sauvé des millions de vies. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me contredire ou à soulever d'autres aspects. J'attends avec impatience vos commentaires. Donc, c'est signé par la personne. Alors là, j'ai reproché aussi le fait qu'elle a mis le nom de famille de la personne. Ne mettez pas le nom de famille dans une lettre dans un forum. Moi, je pense qu'il vaut mieux le mettre au départ, dans le premier paragraphe, dire « Je m'appelle Nathalie, Marie, Pierre, Paul, Jacques, etc. etc. » OK? Donc, c'est une excellente lettre dans un forum. OK? C'est quelque chose qui vaudrait, on va dire, plus de 20, c'est sûr. Plus de 20 sur 25, c'est certain. OK? Donc, voilà. La deuxième, je vais pas, elle est plus courte, je crois. Alors, la deuxième, c'est la lettre formelle par rapport aux éoliennes qui a été envoyée. Je vais juste vous lire le corps du texte qui m'a semblé très, très bien. Monsieur le maire, je me permets de vous écrire cette lettre au nom de notre association écologiste de la ville de Carnac. Nous venons d'apprendre que vous avez l'intention d'installer des éoliennes dans notre ville. En effet, nous ne nions pas que le projet d'implémentation, alors là, bon, ce mot n'existe pas, c'est d'agrandissement, de développement, etc., des éoliennes, soit d'importance capitale comme source d'énergie renouvelable. En outre, nous comprenons votre ambition de développer l'économie de la ville en offrant des emplois aux citoyens. Cependant, nous trouvons difficile d'accepter les inconvénients de ce projet qui apparaîtront à l'avenir et qu'il faut tenir compte, voilà, dont il faut tenir compte. Dans un premier lieu, c'est le bruit des éoliennes qui peut causer chez beaucoup d'habitants des maux, des migraines et aussi des troubles de sommeil, notamment les personnes âgées. De plus, alors c'était mis en plus, non, en plus du bruit, pardon, les éoliennes ont un impact direct sur la nature et les paysages, dont notre ville dépend pour le tourisme. Il faut absolument que vous trouviez une solution alternative au plus vite pour ce projet. Vous pourriez par exemple utiliser des panneaux solaires dans ce terrain. Le coût est largement moins cher que les éoliennes et n'ont pas d'impact ni sur la santé, ni sur la nature et le paysage. Vous pourriez également introduire l'énergie géothermique. Celle-ci n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première est totalement gratuite, c'est la chaleur de la Terre. Les élections municipales, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je vous avais mis généralement. Bon, il y a quelques petites erreurs grammaticales, quelques petites erreurs lexicales, mais là encore, c'est d'une très bonne qualité. D'accord? Donc, voilà ce type de courrier que je veux que vous arriviez à faire. Si vous maîtrisez bien les idées, il n'y aura aucun souci. D'accord? Donc, voilà pour
on va dire, le résumé de ce qui m'a été envoyé. Je n'ai pas tout corrigé, j'ai pas eu le temps. Il m'en reste encore 5 ou 6 à faire là. J'ai pas eu le temps de tout faire. J'en ai reçu, je crois, entre 25 et 30 entre hier et aujourd'hui. Donc ça faisait beaucoup, quoi. J'ai pas réussi à tout faire. Donc, deuxième chose que l'on va faire aujourd'hui, c'est la compréhension orale. Donc, je vais vous faire écouter un fichier audio. Je vais vous demander de prendre des notes. Certains ont peut-être déjà imprimé les questions que j'ai préparées. OK? Donc, essayez de réfléchir à ces questions et nous allons en reparler juste après. OK? Vous êtes prêts? Oui. Oui? J'ai des images qui sont bloquées. Là. Je ne sais pas si les personnes écoutent ou pas. Non, mais je pense que c'est toi, Bruno. Je ne sais pas ce qui se passe là. Les autres, vous Moi, voyez je vois presque Je tout. crois que c'est à toi, non? Parce que... Ah bon, alors c'est moi qui pose problème. Alors c'est moi Oui. qui pose problème. C'est peut-être la connexion qui fait Ouais. que tu ne vois pas Qui n'est tous. pas bonne. C'est Bruno qui ne veut pas nous voir. Tellement on le fait travailler. Ok, donc là, je vous fais écouter le texte. On est parti. Yves Calvi, RTL Matin. 8h23. Dans quelques instants, nous serons avec Nicolas Hulot. Je vous rappelle qu'on vient d'apprendre que septembre 2020 était le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Mais tout de suite, notre brigade de l'actualité pour évoquer les conséquences des intempéries dans les Alpes-Maritimes. Était-il possible d'éviter une telle catastrophe? Souvent, lors d'inondations, on pointe du doigt la bétonisation, l'imprudence, les nombreuses constructions. Mais dans ce cas précis, pouvait-on faire quelque chose de particulier? Virginie Garin. Autant on peut mettre en cause les promoteurs dans les zones côtières, le développement du tourisme. On continue aujourd'hui de construire dans des zones inondables, Oui. mais dans ces vallées de montagne, il n'y a rien de tout cela. La bétonisation n'est pas en cause. C'est juste que construire en montagne comporte un risque, soit au bord des rivières, risque de débordement, soit plus haut dans les pentes. Vous avez les glissements de terrain, les avalanches. Alors vous savez, la Suisse est un pays où il n'y a que des montagnes, ou presque. Eh bien là-bas, on ne dit pas on va supprimer le risque, sinon on ne construit plus rien, mais on va apprendre à vivre avec. Alors, comment font nos voisins suisses, justement? Alors, comme on fait aussi de mieux en mieux dans nos régions de montagne, des plans de prévention avec comme priorité sauver des vies, Oui. donc améliorer au maximum les prévisions météo et alerter pour que les gens aient le temps de se mettre à l'abri. Et puis, ils construisent ou déplacent les bâtiments sensibles dans des zones moins risquées, écoles, hôpitaux, EHPAD, pour mettre plutôt au bord de l'eau, par exemple, des terrains de sport. Peut-on construire autrement et des bâtiments plus solides? Alors, Virginie honnêtement, avec la force des courants de boue, pas grand-chose n'aurait résisté. Alors, on peut dans les plaines, il y a des exemples. À Romorantin, dans le Loir-et-Cher, tout un quartier a été construit pour résister aux inondations. 150 bâtiments sur pilotis, avec des parkings ouverts où l'eau s'écoule, avec des passerelles en hauteur pour permettre aux habitants de partir. Et bien, lors de la dernière grande inondation en 2016, il n'y a eu aucun dégât, aucune victime. Donc, dans certains cas, oui, on peut s'adapter pour faire face à ce qui est prévisible. Mais ce qui s'est passé dans les vallées de la Roya et de la Vésubie n'avait a priori jamais existé. On est dans des événements climatiques de plus en plus extrêmes et fréquents. Alors, l'autre solution, et Nicolas Hulot pourra en parler, c'est éviter que le climat ne se dérègle trop vite. Merci beaucoup Virginie Garin. Et donc bonjour Nicolas Hulot. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous qui avez parcouru la terre entière, les drames auxquels nous avons assisté ce week-end dans les Alpes-Maritimes sont-ils selon vous imputables au dérèglement climatique? C'est pas selon moi, puisque je n'ai pas d'autorité pour le confirmer, mais c'est très bien documenté, malheureusement, par la science. Ça avait été parfaitement, d'ailleurs, modélisé par le GIEC, qui avait dit que les premières manifestations des dérèglements climatiques, ça serait la multiplication des extrêmes climatiques et l'intensification des extrêmes climatiques. Oui. Et malheureusement, à l'observation et à la lecture quasiment quotidienne des événements dans le monde entier, on s'aperçoit que le GIEC avait raison et que ça a évidemment des conséquences humaines, sociales absolument tragiques, chez nous comme ailleurs, parce que là, évidemment, et très justement, nous sommes tous, accaparés par une forme de détresse avec ce qui se passe dans le sud-est de la France. Mais dans le même moment, si vous regardez ce qui se passe au Niger, au Sahel, dans certaines parties du Niger, au Sahel, les gens sont sous l'eau parce que maintenant, on arrive dans un système totalement aberrant où l'eau tombe quand on n'en a pas besoin sur des sols qui sont très secs et elle ne tombe plus quand on en a besoin. Donc on voit bien avec les incendies en Californie, en Sibérie, en Amazonie, qu'il y a évidemment un phénomène d'emballement
et qui échappent malheureusement, et c'est ça que le plus terrifiant, malgré notre volonté de réagir, à un moment ou à un autre, on a une forme d'impuissance par rapport à ces événements, et c'est assez terrifiant. Alors justement, peut-on tirer des enseignements et éviter que cela se reproduise juste avant que vous ne preniez la parole, Nicolas Hulot? Deux dépêches stupéfiantes, enfin pas stupéfiantes, on le sait d'ailleurs, sont tombées, mais voilà, septembre 2020, le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, et les fonds marins jonchés de 14 millions de tonnes de microplastiques selon une étude australienne. Non, enfin, vous savez, c'est difficile de répondre à la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus faire grand-chose. On peut encore jouer sur le curseur pour que les conséquences des changements climatiques soient le plus faibles possible, mais le coup est parti. On a tellement tardé à réagir, à passer de la prise de conscience à la traduction en acte. C'est un phénomène maintenant qui est absolument irréversible, qui est une grande inertie. Quand bien même demain matin, arrêterions-nous d'émettre le moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le coup est parti et on en subit les conséquences. Et ce qui est terrible, c'est qu'on avait vu le coup venir, mais on a mis un temps fou, probablement parce que c'est un enjeu universel et que c'est très difficile de coordonner l'action universelle. Mais si on avait évidemment anticipé plus tôt, maintenant nous sommes passés d'une préoccupation d'atténuation à une préoccupation d'adaptation, et on ne pourra pas toujours s'adapter. Regardez simplement chez nous, dans notre territoire, combien on est pris de court, par exemple, sur ce qu'on appelle le recul du trait de côte. Qui aurait pensé un jour qu'en France, on soit préoccupé par le fait que le trait de côte recule avec les conséquences que ça peut avoir sur certaines habitations? Le trait de côte, qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Moi, ça veut dire que le niveau de l'océan, ostensiblement et régulièrement, monte, atteint la côte, et que vous avez des constructions ou des installations qui vont être impactées, qui sont déjà impactées par la montée des eaux. Ça veut dire qu'il va falloir évacuer parfois, même dans des pays comme la France? Mais oui, dans des pays comme la France, ça commence. Et quand j'étais ministre, moi-même, j'étais soumis à ce type d'équation parce qu'on n'avait pas de système d'indemnisation pour les victimes. Mais plus globalement, et sans vouloir forcer le trait, ça a été parfaitement bien, prévu par des organisations internationales. Ce sont des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vivent aux abords du littoral, dans le monde entier, et qui seront contraints par la répétition de ces phénomènes de se déplacer. On est dans les conséquences déjà des changements climatiques. Je ne veux pas encore une fois forcer le trait, l'époque et le contexte est suffisamment glauque et grave, mais ça n'arrangera rien que de fuir la réalité et la lucidité. On est dans des conséquences, on s'accommode de la gravité. On a tous les jours des nouvelles, vous venez d'en énoncer une, on viendrait de vivre le mois de septembre le plus chaud. On voit ce qui se passe au Pantanal dans la forêt amazonienne, qui est dramatique pour l'humanité et qui laisse l'Europe dans une indifférence absolue, parce que quelque part, ça compromet définitivement nos chances de succès de rétablir les équilibres climatiques. On s'habitue à la gravité. Malheureusement, il y a un principe de réalité, c'est que les conséquences des changements climatiques, socialement, humainement, elles vont être tragiques. Ceux qui sont dans le sud-est et que vous évoquez à longueur de journaux, leur vie a basculé du jour au lendemain, et ça n'est pas la faute, leur faute n'est pas forcément la faute de l'urbanisation, ça peut être un facteur aggravant, mais ce sont les réalités climatiques qui commencent à nous affecter. L'actualité nous ramène au vote hier à l'Assemblée nationale sur les néonicotinoïdes. Les parlementaires ont autorisé une nouvelle phase de transition pour l'usage de ces produits. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est évidemment beaucoup de désarroi, mais je veux dire, c'est un cas d'école que dans les politiques publiques concernant la transition écologique, où il faut changer un modèle, on manque de méthode. C'est-à-dire que quand on a décidé d'interdire les néonicotinoïdes, ce qui était une décision nécessaire parce que maintenant la science a avéré la toxicité de ces molécules, est-ce que le lendemain, on a demandé à nos agences, et notamment à l'INRA, de mettre tous les moyens de recherche pour évaluer dans des modes de production, et notamment par exemple dans la betterave, s'il y avait des alternatives pour que personne soit dans une impasse. En fait, on n'a rien fait depuis qu'on a pris cette interdiction. Et évidemment, 3 ans après, on se retrouve dans cette équation, on a le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est affecter des centaines d'emplois, et le choléra, c'est continuer à diffuser un poison. Et ça vaut dans toute la transition. Quand on prend un objectif, il faut s'en donner les moyens pour identifier les perdants et ne laisser personne sur le chemin. Vous faites partie de ceux qui pensent que la traversée de Paris d'est en ouest, il faut l'oublier? Très sincèrement, vous posez une question sur laquelle je n'ai pas réfléchi. Je pense que Anne Hidalgo, qui a pris la décision, a beaucoup plus de compétences que moi pour valider ce projet.
Vous avez publié il y a quelque temps avec notre camarade Frédéric Lenoir une discussion qu'on peut qualifier de passionnante qui s'intitule D'un monde à l'autre, le temps des consciences aux éditions Fayard. On se demande parfois s'il est trop tard pour réagir ou s'il y a des choses de bon sens qui peuvent encore être faites. J'ose espérer qu'il n'est pas trop tard, parce que ça serait pour le coup désespérant. Certains considèrent qu'on a déjà basculé dans un monde chaotique. Moi, je pense qu'on a encore la main. On est dans cette situation très paradoxale où l'humanité est dotée de moyens considérables, où elle est victime de sa trop grande intelligence. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais on ne s'interroge plus sur la finalité. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'on sait les faire. Et quelque part, on a un peu perdu la main sur notre destin. Donc, il faut à un moment ou à un autre que l'on redonne du sens au progrès, que l'on additionne nos intelligences, mais surtout qu'on ait une vision et que l'on comprenne, comme l'expérience sanitaire que nous traversons, que l'homme est puissant, mais qu'il est vulnérable et qu'il fait partie d'un tout, et que la technologie ne le sauvera pas de tout. Donc on passe une crise de sens qui est très importante. Serons-nous capables, dans un enjeu universel, de nous retrouver sur l'essentiel? Serons-nous capables de reprendre en main notre destin? C'est la question. Je pense qu'on est dans un cap de civilisation qui ne veut pas dire son nom, un passage difficile, mais ça ne se fera pas dans la confrontation, ça ne se fera pas si on ne définit pas collectivement et dans un processus de démocratie participative quelles sont nos priorités, quel est le modèle économique demain qui peut concilier les enjeux écologiques, socio-économiques. En tout cas, ce n'est pas le modèle dominant, ce n'est pas un modèle de prédation, ce n'est pas un modèle de compétition, ce n'est pas un modèle de concentration. Je pense qu'on a encore la main. On va retenir cette vision en partie, j'ai bien dit en partie optimiste en tout cas, de la situation. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur notre antenne ce matin. Je rappelle la publication aux éditions Fayard, D'un monde à l'autre, le temps des consciences, votre dernier livre avec Frédéric Lenoir. Merci Nicolas Hulot, bonne journée à vous. Voilà. Bon, je vous l'avais dit, il est un petit peu long, 10 minutes. Les textes que vous aurez sur le T1 sont généralement inférieurs. Ça va aller jusqu'à 7-8 minutes. D'accord? Vous m'entendez tous là? Oui. Il n'y a pas de problème de connexion? Oui. Ouais, ça va. Ouais, non, parce que oui, j'ai des gros problèmes de. Moi, j'ai des gros problèmes parce que je ne vous vois pas en fait. Je ne vois aucun d'entre vous. Je ne vois aucun d'entre vous. Donc, alors, première question qui vous était posée. Qui est l'invité? Qui peut me le présenter? Nicolas. Donc, l'invité de d'Yves Calvi de RTL, journaliste chez RTL, est Nicolas Hulot, qui est l'ex-ministre de la Transition écologique, si je ne me trompe pas, qui a démissionné en direct sur France Inter, si je ne me trompe pas. Ok. Eh oui. D'accord. Avant d'être ministre, il était quoi? Animateur, non. Il est surtout animateur, oui. Il était animateur de quoi? Quel type d'émission? Je ne sais pas. Ah, non. C'était des émissions de voyage et d'animaux. Émissions animalières et émissions de voyage où il nous montrait le monde. Et c'est une émission qui s'appelait Ushuaïa. Voilà, c'est une émission qui s'appelait Ushuaïa. Il a eu énormément de succès. Et puis donc après, il a fait de la politique. Il est parti au niveau écologie. Et il a Emmanuel Macron lui a demandé d'être président de la transition écologique, comme tu l'as dit. Il a tenu 2-3 mois, mais non, il est parti. Surtout, d'après ce que j'ai compris, pour des raisons Vous savez ce que c'est que le lobbying? C'est-à-dire des groupes de pression très, très importants qui, en fait, il s'est rendu compte que ces groupes de pression avaient plus de puissance, plus de pouvoir que lui et que les décisions qu'il prenait étaient parfois bloquées par ces groupes de pression. Donc, il a dit, moi, comme je n'ai pas envie d'être un ministre de paille, en fait, de pacotille, qui n'a aucun pouvoir, si je ne peux pas prendre de décision, je m'en vais. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Donc, voilà, très bien, Nicolas Hulot. Au départ, il nous rappelle un fait divers qui a eu lieu en France il y a environ une dizaine de jours. C'est quoi ce fait divers? La tempête, les ravages des Alpes-Maritimes. Oui, Okay. C'est ça. Les
les ravages qu'il y a eu à cause de la tempête. Ok. Oui. Alors, il y a eu de très, très graves coulées de boue dans le département des Alpes-Maritimes. Alors, est-ce que vous savez où sont les Italiens, vous allez le savoir, forcément, c'est facile Oui. pour vous. Surtout toi, Julia, qui est juste à côté. Surtout toi, qui est juste à côté. Pas trop. Et donc, les Alpes-Maritimes, c'est le département, en fait, français qui est juste à côté de l'Italie. Du Piémont. L'Italie, voilà, les villes les plus connues sont Nice et Cannes. Et puis, juste à côté, il y a Monaco. Donc, c'est vraiment dans cette région-là qu'il y a eu des inondations catastrophiques. Il y a des villages qui ont été vraiment coupés du monde, puisque les rivières ont tout emporté, les ponts, etc. Ils sont totalement isolés. Il y a des maisons qui sont parties avec, il y a des quartiers entiers qui sont partis avec. Il y a eu de nombreux disparus. C'est vraiment une catastrophe. Oui. Pardon, Bruno. Le département s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, non, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la région. Ah, la région, ok. Qui comprend plusieurs départements. Qui comprend plusieurs départements. C'est ce qu'on appelle la région. Alors, ils ont, plutôt que de dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont dit la PACA. P-A-C-A. Donc, la PACA, c'est la région du sud-est de la France. Et donc, il y a dedans plusieurs départements, dont les Alpes-Maritimes. Et les Alpes-Maritimes, c'est Nice, Cannes, en gros. D'accord? Et puis, une autre ville qui est très connue aussi, peut-être pour les touristes, c'est, ça y est, j'ai perdu son nom, Grasse, la ville de Grasse, qui est très, très connue pour ses parfums. D'accord? C'est là que sont créés presque tous les parfums, les grands parfums français sont créés dans la ville de Grasse. Si vous allez à Grasse, vous allez être étonné par l'odeur qu'il peut y avoir dans les rues. Ça sent le parfum partout dans les rues. C'est impressionnant. Et à côté, il y a la Haute-Savoie. Non, c'est pas à côté. La Haute-Savoie est plus haut. La Haute-Savoie est beaucoup plus haut. Plus au nord. Ah, ok. La Haute-Savoie est plus au nord. La Haute-Savoie, c'est vraiment les Alpes. C'est vraiment les Alpes. C'est les villes comme Chambéry, etc. sont en Haute-Savoie. Quelles sont les solutions trouvées? Alors, bon, ils font référence à un autre pays qui est un petit peu dans le même cas au niveau géographique, c'est la Suisse. Quelles solutions ont été trouvées par la Suisse pour se protéger justement de ces intempéries? Je ne sais pas si c'était pas normal. Hein. Je ne sais pas si c'était en Suisse parce qu'ils ont parlé de faire les bâtiments en ligne, mais je ne sais pas si c'est en Suisse. Ah. Oui, on t'entend. Il parlait de mettre en place Oui, vas-y. Et aussi faire un quartier tout entier avec des passerelles pour partir. Mais je ne sais pas si c'était en Suisse. Non, ça, c'était pas en Suisse, c'était en France. Une solution qu'ils ont trouvée en France de faire des. Alors, en fait, c'est dans le Loir-et-Cher. En fait, il y a la Loire, il y a un des plus grands fleuves de France, la Loire qui passe dans ce département. Et la Loire est très souvent en crue. Et ce sont des crues parfois dévastatrices. Mais donc, ils ont créé des villages totalement sur pilotis. Donc, l'eau peut passer en dessous, mais elle n'emporte pas les maisons. Donc, ça, c'est une solution qu'ils ont trouvée. Mais en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, en Suisse? Je ne l'ai pas tout complet, mais je crois que c'est quelque chose qu'on construire en des places. Alors, construire différemment. Comment peuvent-ils construire différemment? Ils ont en fait déplacé les bâtiments principaux. Imaginez. Voilà, très bien, Youssef. Ils ont déplacé les bâtiments. Ils ont déplacé Imaginez, vous avez une rivière qui passe dans le bas de la ville. À cet endroit qui est le plus dangereux, on va y mettre les bâtiments les moins peuplés. D'accord? C'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, etc. On ne va pas les mettre en bas, on va plutôt les mettre en haut. Au moins, ils sont protégés. OK? Donc, les lieux publics, on va plutôt les mettre en haut. Par contre, des stades, des terrains de foot, etc., on va plutôt les mettre en bas. Parce que bon, s'ils sont inondés, ce n'est pas catastrophique. Ça ne va pas
Il n'y a pas des gens qui vont mourir. Okay, donc, ils ont essayé de s'adapter un petit peu au paysage, s'adapter à la géographie de leur pays, la Suisse qui est le pays le plus montagneux d'Europe. Alors, quel est l'avis de Nicolas Hulot sur ces tempêtes qui reviennent régulièrement, sur ces catastrophes qui reviennent régulièrement? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Pas toujours, parce que il y a les changements climatiques. Et donc, ce n'est pas une responsabilité directe de l'homme. Donc, de construire moins, ce n'est pas la solution unique. D'accord. Mais ces changements climatiques, est-ce qu'on y peut quelque chose? Est-ce qu'on peut encore... Est-ce qu'il est déjà trop tard ou pas, selon lui? Oui. Je crois que oui, c'est trop tard. Il fait confiance dans le progrès. Donc, selon lui, on a beaucoup de temps. Mais la vie est irréversible. Oui. Voilà, il a utilisé le mot irréversible. Irréversible. Et donc, il lui dit de donner du sens au progrès. D'accord. Oui, donc il a utilisé le mot irréversible. Pour lui, comme il dit, il a utilisé cette image, il a dit le coup est déjà parti, donc le coup de fusil ou le coup de revolver est déjà parti, la balle est déjà partie, et maintenant, la seule solution que l'on a, c'est de tout faire pour éviter cette balle, de prendre cette balle. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour nous protéger. Mais le dérèglement climatique, il est là, malheureusement, et on n'arrivera pas à transformer ce dérèglement climatique, à revenir à... maintenant, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Alors, justement, je vais vous donner la réponse. Donc, on est passé, comme il le disait, d'un nouveau mouvement. Avant, il fallait anticiper. Maintenant, c'est trop tard. Ensuite, il a fallu... qu'est-ce que j'ai écrit là? Je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Anticipation. Observation, peut-être, non? Préoccupation. Intervention, voilà. Intervention. Et ensuite, adaptation. On est passé à une troisième phase d'adaptation parce que malheureusement, on ne peut plus réellement intervenir. C'est trop tard. Il faut s'adapter aux nouvelles conditions. Il faut s'adapter aux nouvelles conditions. Et parmi ces nouvelles conditions, il y a ce qu'il appelle le trait de côte. Alors, c'est quoi le trait de côte? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer avec ses propres mots? Oui. Il y en a quelques-uns que je n'entends pas. Gossia, on ne t'entend pas aujourd'hui. Nicolas, on ne t'entend pas. Youssef, on l'a entendu un petit peu. Andrea, on ne l'entend pas du tout. Donc, les traits des côtes, ça veut dire que les niveaux des océans augmentent et ça a un impact sur des milliers de personnes qui habitent au bord de la mer. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est, il a parlé de la France. Est-ce que dans votre pays, il y a déjà des problèmes de ce type? Oui. Certaines plages vont se réduire petit à petit, par exemple. D'accord, d'accord. Je crois que la tempête que nous avons eue en France a fait des dégâts également en Italie, notamment à Venise. Est-ce que vous pensez que Venise existera encore dans 40 ou 50 ans? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Non. Ils ont mis en place un système pour bloquer le niveau les barrages, oui, mais je ne sais pas franchement si ça fonctionne. C'est un projet assez ambitieux, mais franchement, je ne sais pas si ça marchera, effectivement. J'ai mes doutes. Et dans le reste du monde, est-ce qu'il n'y a pas des pays, est-ce que vous connaissez des pays? Si par exemple, moi ma question c'était, allez, citez-moi 2 pays qui dans 20 ans n'existeront plus.
Parce qu'ils seront sous les eaux. Les Pays-Bas, hein? Non. Si, Pays-Bas, je crois. Oui, oui, les Pays-Bas, pourquoi pas, oui, peut-être, oui. Certains pays de l'Afrique. Les Pays-Bas ont déjà un système qui est étonnant. Je ne sais pas comment ils font, hein. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, je ne suis pas assez spécialiste là-dedans, mais en fait, ils ont la moitié de leur territoire qui est déjà sous le niveau de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau du pays est sous l'eau, déjà, alors qu'ils n'ont pas d'eau dedans. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont très, très forts. Mais il y a des pays actuels qui sont au-dessus de l'eau, mais qui seront en dessous dans 20 ans ou 30 ans. Bah, c'est tous les pays, en fait, insulaires. Tous les pays insulaires, comme notamment les pays de l'océan Indien, comme les Maldives, les Seychelles. Ces pays-là, normalement, n'existeront plus dans 20 ans. D'accord? Ils seront sous l'eau. Parce que, bon, ils ont, on va dire, une altitude maximum qui doit être à 10 ou 20 mètres. Donc, forcément, la moindre vague, ça va tout détruire. S'il suffit que ça monte de 1 mètre, le niveau de l'eau, et tout est détruit. Donc, ce sont des pays qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces populations? Où vont-elles aller? Parce que ce sont des îles. Si toutes les îles sont sous l'eau, où est-ce qu'ils vont aller? Il va bien falloir qu'ils aillent dans d'autres pays, et donc sur certains continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, il va bien falloir qu'ils aillent quelque part. Donc, vous ne parlez pas beaucoup quand même aujourd'hui, hein. Je vous pose des questions, mais... alors après, il nous parle d'un nouveau sujet, il nous dit qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Il parle d'une phase de transition énergétique qui a comme but de changer les modèles et changer la méthode de production. Non, avant. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Sur quoi elle a été votée, cette nouvelle loi? Non, personne ne sait? La réalité climatique. Il y a des... c'est en rapport avec des produits, des engrais ou des produits... Évaluer... Des ancoïdides, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas trop compris. Oui, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. C'est un produit... Alors oui, Gosia, tu voulais parler, vas-y. Non, je disais que c'était l'usage d'un produit ancoïde, mais je n'ai pas bien compris le mot. Oui, d'accord. Et ce produit, il permet quoi? C'est un produit qui est utilisé pour quelle culture? Je pense que c'est pour tuer les abeilles, n'est-ce pas? Alors, non, c'est pas pour tuer les abeilles. C'est un produit qui tue les abeilles, qui malheureusement tue les abeilles. Mais au départ, il est fait pour protéger un type de culture. Lequel? Non, personne ne sait? C'est un produit qui est utilisé dans les champs de betteraves. Alors, je ne sais pas comment on dit betterave en italien ou même en espagnol, je ne sais même pas. Remolacha. C'est barbabietola. Remolacha. D'accord, merci. Merci. Betterave, c'est un fruit, enfin un légume rouge que l'on mange. C'est en anglais beetroot. Et en espagnol, c'est comment? Beetroot. Et en espagnol, c'est comment? Remolacha. Ah, remolacha, merci. Voilà, oui, ok. Remolacha, oui, ok. Donc, j'avais oublié. Je le savais en plus, mais j'avais oublié. Donc, c'est un produit toxique, très toxique, qui est utilisé dans les champs de betteraves, mais qui malheureusement tue toutes les abeilles. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a tous les agriculteurs français, enfin les producteurs de betteraves, qui ont dit, alors au départ l'Assemblée avait dit on interdit ce produit. Mais tous les producteurs ont dit bah oui, mais si vous interdisez notre produit, nous on ne peut plus produire. Parce que les productions vont complètement chuter et il n'y aura plus de sucre. Parce que la betterave est très utilisée pour le sucre. D'accord? Donc, plutôt que d'avoir des problèmes économiques ou des problèmes de production de sucre, l'État
a préféré tuer, enfin, pas tuer les abeilles, mais ils ont donné la priorité à la production de betteraves plutôt qu'à la survie des abeilles. D'accord? Et lui, forcément, en tant qu'ancien ministre de l'écologie, en tant qu'écologiste, il est évidemment contre cette décision. D'accord? Mais il reproche surtout au gouvernement d'avoir, parce que cette décision d'interdire ce produit, elle a eu lieu il y a 3 ans. Mais pendant 3 ans, ils n'ont absolument rien fait pour essayer de trouver un autre produit qui soit moins dangereux. Et donc, on se retrouve avec la même situation qu'il y a 3 ans, des producteurs qui disent bah oui, mais nous, on fait comment? On fait comment? Alors, ils ont reporté encore la décision d'interdire ce produit définitivement. Pour combien de temps? On ne sait pas. Et pendant ce temps-là, les abeilles meurent. D'accord? Mais ce qu'ils ne réfléchissent pas, c'est que, et ça c'est un problème qu'on peut vous poser à l'examen, c'est un sujet qui revient régulièrement, le problème des abeilles, la survie des abeilles, c'est que les abeilles, elles pollinisent toutes les plantes, et si nous avons du blé, du maïs, des fleurs, etc., c'est grâce aux abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, peut-être qu'on aura des betteraves, mais on n'aura pas de blé. Donc, c'est un petit peu le risque. Donc, c'est un sujet, les abeilles, qui revient très régulièrement aux examens. Donc, intéressez-vous à ce problème. Bruno, il y avait aussi le débat sur le glyphosate qui était censé protéger les champs, mais qui engendrait des conséquences néfastes pour la santé humaine et aussi des animaux. Le glyphosate, on a beaucoup parlé en France du glyphosate. Le problème du glyphosate, il a été interdit parce que ça touche les hommes. Donc, c'est différent. Hein? Quand ça a des problèmes de santé sur les hommes, là, on fait attention. Quand c'est les abeilles, bon, hein? C'est moins grave. C'est moins grave. Oui, on s'en fiche complètement des abeilles. Oui. Voilà, les abeilles. Mais on ne se rend pas compte du risque que l'on court, parce que s'il n'y a plus d'abeilles, on va avoir des très gros problèmes de production. Oui. Production végétale vont être en chute libre, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention à une chose. Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé en Espagne, et il y a 20 ans, 30 ans, quand je partais en vacances en Espagne, j'étais obligé tous les 100 km ou tous les 200 km de laver mon pare-brise parce qu'il y avait des moustiques et des mouches et des bestioles partout sur mon pare-brise. Maintenant, il m'arrive de faire 1500 km et mon pare-brise, il n'y a aucun moustique dessus. D'accord? Parce qu'ils ont disparu. Ils sont tous morts. Parce qu'on utilise des insecticides, parce qu'on utilise des produits partout, dans tous les champs, on met des produits, et tous les insectes meurent les uns après les autres. J'aimerais raconter une anecdote très sympa. Mes filles font l'école et ils ont arrêté la cantine pendant une semaine parce ils ont découvert un nid d'abeilles. La mairie s'est déplacée et au lieu de tuer les abeilles que les enfants mangent pendant une semaine, il y a la votation. On a dit non, on ne tue pas les abeilles. On va manger ailleurs à la maison. Et une fois, j'ai tué une abeille. Et ma fille, tu fais quoi? On ne tue pas les abeilles. Donc, il y a comme la protection, les messages, on ne mange pas parce qu'il faut sauver les abeilles. C'était très, 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 très... Bon, c'est une expérience très sympa. Mais bon, la chose qui est bien, c'est que ce sont des enfants. Donc, on peut espérer que dans 10 ans, 20 ans, ces enfants, une fois adultes, ils continueront à protéger cette nature. Mais malheureusement, les adultes, eux, ils ont une opinion actuellement différente parce que c'est l'argent, c'est la production, c'est l'argent et c'est plus important que la nature. C'est plus important que la nature. Oui, il y a toujours le côté économique, financier qui l'emporte sur la nature, sur la santé collective, individuelle de tous, de l'humanité, des animaux. Oui, mais... malheureusement. Alors, dernière petite question, parce que je ne vais pas toutes vous les poser. Il a fait référence également, le journaliste a fait référence, Nicolas Hulot n'était pas capable d'y répondre, à ce qu'ils appellent la traversée de Paris d'est en ouest. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas compris.
Non. Je vous avoue franchement, avant d'avoir écouté ce reportage, je ne savais pas non plus. Hein. Donc, vous voyez, on en apprend tous les jours. Hein. On en apprend tous les jours, je ne savais pas non plus. C'est Anne Hidalgo, donc, qui est maire de Paris, a décidé de mettre en place, un petit peu comme ils le font à Madrid, par exemple, un système de centre-ville totalement interdit aux voitures. D'accord? Donc, ça sera des rues piétonnes, des pistes cyclables, etc., etc., ou éventuellement des voitures, des accès uniques aux voitures électriques. Donc, ça veut dire que selon le projet d'Anne Hidalgo, il ne sera plus possible d'aller de l'ouest à l'est, ou de l'est à l'ouest, enfin, même, elle a trouvé ce nom-là, mais c'est dans tous les sens, de traverser Paris en voiture. Ce ne sera plus possible. D'accord? Parce qu'elle veut protéger Paris des voitures, et donc, normalement, d'ici quelques années, les voitures seront interdites à Paris. Donc voilà ce que c'est ce qu'elle a appelé, elle, la traversée de Paris d'est en ouest, donc qui sera impossible, selon son projet. Alors bon, le journaliste demandait à Nicolas Hulot, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Bon, on verra ça dans quelques temps, mais c'est un projet environ, on va dire, environnemental, écologiste d'Anne Hidalgo. On voit qu'à Madrid, ils ont réussi à le faire plus ou moins, dans le centre-ville. Ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Les autres villes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, par exemple, en Italie, d'autres villes, des villes qui ont totalement interdit les voitures au centre-ville, dans le centre-ville? Oui, à Milan, il y a encore aujourd'hui des aires, des zones qui s'appellent zone C. Et donc, ce n'est pas possible pour les voitures d'y circuler, tout simplement. À l'exception des taxis. Mais les taxis sont hybrides, électriques. Donc, ils ont la possibilité de dérouler. Oui. D'accord. Moi, je suis allé, j'étais en Espagne le mois dernier. J'ai visité Grenade, la ville de Grenade. Et c'est vrai que Grenade, maintenant, le centre-ville est totalement interdit aux voitures. Le centre-ville est totalement interdit aux voitures. Il faut se garer à l'extérieur. Donc moi, en fait, nous, on est allés comme tout le monde, comme tous les touristes à l'Alhambra. On a réussi à se garer à l'Alhambra. Et puis tout le reste, on l'a fait à pied ou en bus. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que ils n'ont pas... C'est pas logique du tout parce qu'en fait, ils ont gardé tous les feux rouges pour les piétons, etc., etc. Mais il n'y a plus une voiture. Donc, ils nous mettent des feux rouges en tant que piéton. On ne peut pas traverser la route. Donc, quelquefois, ça dure 2 ou 3 minutes. On est sur le trottoir à attendre que ça se mette au vert. Mais il n'y a pas une voiture qui passe. Donc, ça fait bizarre, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et je sais qu'à Londres, ils sont en train de faire la même chose aussi. Alors, c'est un système de payage à Londres. À Londres, ils ont fait un système de payage. Pour pouvoir rentrer dans le centre-ville, il faut payer. Donc, ça coûte très, très cher. Hein. C'est 40 ou 50 € la journée pour aller dans le centre-ville de Londres en voiture. Mais bon, là, forcément, les personnes riches ne peuvent y aller. Donc, il y a un gros problème d'égalité, on va dire. D'égalité entre les gens. Seuls les riches peuvent aller à Londres en voiture. Donc là, c'est différent. Donc, c'est vrai que chaque pays fait un petit peu de sa manière. Mais bon, donc le projet d'Anne Hidalgo, c'est vraiment d'interdire la ville de Paris aux voitures d'ici quelques années. On verra si elle y parvient ou pas. Elle vient d'être réélue, donc elle a encore 5 ans ou 6 ans. Je ne sais plus, c'est 6 ans. Oui, c'est 6 ans, la maire, je crois. Elle a encore 6 ans pour parvenir à son projet. OK. Donc, voilà. Dernière question. Quel est le nom du livre de Nicolas Hulot? Du monde à l'autre, l'étape de conscience. Du monde à l'autre. D'accord. OK. Donc, ça, c'était la question. C'était la question facile, celle-là. C'était la question facile, celle-là. Donc, alors, vous voyez, alors, ce ne sont pas les caractéristiques de l'examen telles que vous les aurez pour le C1. D'accord? Parce que pour le C1, vous aurez des écoutes, mais vous aurez des questions. Et la plupart du temps, maintenant, les questions vont devenir de plus en plus des questions à QCM. Donc, vous n'aurez pas besoin de parler, vous aurez juste besoin de cocher. OK? Mais comme on dit en français, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que je préfère vous donner des choses plus difficiles et puis que le jour de l'examen, vous me disiez « Waouh, c'est tout, c'est trop facile ».
D'accord? Donc, je préfère que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse. Donc, évidemment, je vais donner des sujets également tels que vous pourriez les avoir à l'examen, mais je préfère vous obliger. D'abord, vous n'avez eu qu'une seule écoute. À l'examen, vous en aurez 2. Et puis, je vous oblige à prendre des notes et à réfléchir et à parler. Donc, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus proche de ce qu'on vous demandera pour un C2, par exemple. C2, c'est ça. C2, vous avez une écoute et il faut parler. Avec la difficulté supplémentaire, c'est que vous n'avez pas de questions. Donc, c'est à vous de trouver les éléments importants lors de l'écoute. Donc, c'est ça la grosse difficulté du C2. Mais donc, je vais préférer vous donner des petits sujets comme ça de temps en temps où je vous fais écouter en direct et je vous demande d'en parler en direct. Donc, ce document, je vais vous le renvoyer en fichier MP3. Donc, vous allez pouvoir le réécouter et je vous enverrai également la transcription. J'ai passé du temps dessus, mais j'ai réussi à donc retranscrire tout le texte. Donc, vous aurez toutes les expressions qui sont utilisées. Vous pourrez retrouver le vocabulaire et travailler le vocabulaire, les expressions qui sont utilisées. OK? Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose. J'ai une question. Est-ce que tu as des conseils pour réussir cette partie au niveau de la prise des notes, peut-être? S'entraîner. Il faut que tu sois capable de noter les mots importants. Ne cherchez pas à noter des phrases entières. La grosse difficulté de 80% des élèves, enfin des candidats, des candidats, c'est que, et au départ, on est tous pareils, hein, c'est que tu écoutes ou tu écris, mais tu n'es pas capable de faire les deux en même temps. D'accord? Si j'écoute, ben, j'arrive pas à écrire, mais si j'écris une phrase, pendant le temps que j'ai écrit, je n'ai plus écouté. OK? C'est ça la grosse difficulté. Et c'est de l'entraînement. Ça vient petit à petit. C'est le cerveau, il faut le faire travailler. Il est capable de le faire. Il faut l'entraîner à le faire. D'accord? C'est comme si je vous dis, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est comme si je vous dis, je mets ma main sur la tête et je mets mon autre main sur ma poitrine. Et je vais vous demander, avec la main qui est sur la tête, de taper et avec la main qui est sur la poitrine, de tourner. Vous n'allez pas y arriver. D'accord? Parce que les deux vont vouloir faire la même chose. OK? Bah, là, c'est exactement la même chose. Si vous lui demandez de faire deux choses en même temps, il est perdu. Mais c'est de l'entraînement. Comme un pianiste, jouer avec les deux mains, faire deux choses différentes avec les deux mains, il est perdu. Bah, au départ, on est perdu, mais avec l'entraînement, on y arrive. C'est exactement la même chose. Entraînez-vous. Prenez des petits textes de 2-3 minutes et arrivez à me noter les mots importants, les mots clés. Les mots qu'il faut que vous reteniez, c'est d'abord le contexte. Vous aurez toujours des questions sur le contexte. Quel type de texte il s'agit? Quel type d'extrait? Est-ce que c'est une radio? Est-ce que c'est une télévision? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un discours politique? Est-ce que c'est... Ça, ce sont des choses qu'il faut que vous reteniez immédiatement. Il y a des chiffres qui vont être donnés, essayez de les noter. Ça ne prend pas longtemps pour écrire un chiffre. D'accord? 82%. Allez hop, 82%. 1928. Allez, 1928. Ça prend 1 seconde pour écrire un chiffre. D'accord? Souvent, ce sont des chiffres qui sont demandés. OK? Les noms des personnes. Essayez, et le statut de la personne. Quel est son métier? Quelles caractéristiques il a, etc. Par exemple, Nicolas Hulot, il fallait retenir qu'il était ministre. C'est une question qui aurait pu tomber. Quel a été le rôle de Nicolas Hulot sous le gouvernement Il dit lui-même qu'il a été ministre. D'accord? Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut retenir. Et puis, de toute façon, vous avez la chance en C1 d'avoir les questions, de pouvoir lire les questions avant d'écouter le texte. Donc, essayez de bien apprendre les questions. C'est vrai que là encore, c'est un travail de mémoire. Cette mémoire, elle se travaille. Essayez de retenir les choses importantes qu'on va vous demander de trouver. Ah là, il me demande une date. Ah là, il me demande un pourcentage. Ah là, il me demande le nom d'un livre. Ah là, et il faut que vous ayez en tête cette réponse pendant l'écoute. Est-ce qu'il y a un nombre de questions qu'ils vont nous poser?
pour ce qui concerne l'écoute? Par exemple, Alors, 10, 14, ou ça change ça change tout le temps. C'est en général une quinzaine de questions. Une quinzaine de questions. Et généralement, en C1, les questions elles sont divisées par paragraphe. Enfin, non, pas ça, c'est pour la compréhension écrite, pardon. Pour la compréhension écrite, elles sont divisées par paragraphe, donc c'est plus simple. Mais pour la compréhension orale, non. Ouais, une quinzaine. Mais ça peut changer. Et puis bon, ils sont en train de changer les systèmes de... Bruno? Oui. C'est que les deux épreuves orales de compréhension orale sont accrochées ou il y a parce qu'il y a une courte et une longue peut-être pour l'épreuve pour les compréhensions orales. Oui. C'était doux, non? En écoute longue et une courte. Ah, pour le B2. Pour le B2, tu parles. Ah, pour le C1. Pour le C1 aussi. Pour le C1, oui, il y a plusieurs écoutes. Oui, il y a plusieurs écoutes. Mais tu les écoutes sont accrochées? Tu les écoutes? Qu'est-ce que tu veux dire par accroché? En relation? Qu'est-ce que tu veux dire? Les réponses sont... Oui, à cocher. À cocher. Cocher, oui, d'accord, oui. Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Alors, là encore, il y a des problèmes d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que normalement, depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis 6 mois, tous les examens doivent être avec des questions QCM, donc des questions à cocher. Or, on se rend compte, même en France, puisque moi j'ai une élève qui a passé le B2 au mois de juin à Paris, s'il y avait encore des questions où il fallait rédiger. D'accord? J'ai un élève qui a passé l'examen pareil à Malaga au mois de mai-juin. Pareil, il y avait également des questions à cocher. Donc, ces règles qui doivent normalement s'imposer dans tous les concours, ils se sont fixés 2 ou 3 ans pour le mettre en place définitivement dans toutes les épreuves. Okay? Donc, c'est vrai qu'il y a encore des pays où ce n'est pas passé. Je ne peux pas vous certifier qu'au prochain examen, à la prochaine session, vous aurez que de QCM. Je ne peux pas vous le certifier. Normalement, ça devrait être le cas, mais apparemment, ils ne respectent pas les dates qu'ils se sont fixées. Alors, en plus, avec la crise sanitaire que l'on vit, il y a eu des reports d'examen, il y a eu des... Donc, est-ce qu'ils vont le mettre en place systématiquement? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Normalement, ils doivent le faire. Est-ce qu'ils le feront? C'est vrai que cocher, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais ils se sont rendus compte, ils ont décidé ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les correcteurs ne notaient pas de la même manière. C'est-à-dire que normalement, une rédaction ne doit pas être sanctionnée. Des fautes d'orthographe ou de syntaxe dans une rédaction ne doivent pas être sanctionnées quand c'est une compréhension. Mais il y a des correcteurs qui sanctionnaient quand même. D'accord? Donc, normalement, si la phrase qui est mise est compréhensible et qu'on voit bien que la personne a compris, on doit le noter comme correct. Mais certains correcteurs étaient plus durs que d'autres. Et s'il manquait un ENT à un verbe au pluriel, etc., ils sanctionnaient la faute, ils mettaient moins de points parce qu'il y avait des fautes. Donc, normalement, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas... mais bon. Donc, le fait de cocher, il n'y aura plus de doute possible. Il y aura plus de doute possible. Pour ce qui concerne les points d'une question, par exemple, parfois il y a une question de 3 points. Oui. Si on fait la moitié de la question correcte, est-ce qu'on va avoir la moitié des points à disposition ou c'est complètement nul? Non. Alors, pour le B1, oui. À partir du B2, non. C'est-à-dire que B2, souvent, on va vous demander, B2 ou C1, on va vous demander de cocher la bonne réponse et de justifier. D'accord? Si la justification, imaginons que tu as bien répondu, tu as bien coché, mais ta justification ne correspond pas à ce que tu as coché, tu auras 0. D'accord? Ils ne vont pas te donner la moitié des points parce que tu as bien coché. Et puis vice-versa. Si tu coches mal, mais que ta justification est bonne, tu auras 0 aussi. OK? Donc il faut que
la réponse soit bonne et que la justification soit bonne. Alors, justement, à propos de cette justification, il y a 2 cas de figure. Bon, normalement, il ne devrait plus y en avoir qu'un seul maintenant. Justifier, quand il ne vous précise pas, justifier votre réponse, ça veut dire qu'il faut justifier avec une partie du texte. D'accord? Je parle pour l'écrit, là. Hein. Une partie du texte. Quelquefois, ils vont dire justifier avec vos propres mots. Là, évidemment, il faut réorganiser la phrase. Mais ce sera de plus en plus rare, évidemment. Mais s'ils ne vous disent pas avec vos propres mots, c'est forcément avec un extrait du texte. Et ne vous embêtez pas, si par exemple la phrase qui correspond fait 3 lignes, ne vous embêtez pas à recopier les 3 lignes. D'accord? Vous cochez, vous numérotez votre texte et vous mettez les 2 premiers mots de la phrase, crochet, ouverture de crochet, 3 points, fermeture de crochet, les 3 derniers mots de la phrase, et vous mettez ligne 17-18. Oui. D'accord? Ne vous embêtez pas à perdre du temps à recopier des lignes entières. D'accord? Il suffit de préciser le numéro de la ligne, les premiers mots, les derniers mots, vous mettez des crochets entre les deux et terminé. D'accord? Oui. Ne perdez pas de temps à faire ça. Et Bruno, à l'oral, on doit justifier aussi? À l'oral, oui, à l'oral, on va te demander de justifier quoi? Tu parles quoi? De compréhension orale? Oui, la compréhension orale, oui. Ça peut arriver qu'on te demande de justifier, oui. Mais dans ce cas-là, on va te demander de trouver l'exemple qui était donné, par exemple. Mais normalement, c'est des choses qui doivent disparaître. Là encore. Mais est-ce que ça va disparaître en 2020 ou en 2021 ou en 2022? Je ne peux pas le certifier. Je peux pas le certifier. Et les questions, ils seront en ordre? Généralement, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. D'accord. Bruno, est-ce que tu as mis la correction de compréhension orale que nous avons fait déjà? Alors, un autre jour? Que nous avons déjà fait. J'en ai mis une. Attends, non, je ne l'ai pas mise encore. Non, je vais les mettre ce soir. J'ai préparé. J'en ai pas mis une ce soir, là? Non. La correction? Non. Non, pour les éoliennes, je ne vous l'ai pas mis ce soir? Non, mais j'ai dit la compréhension orale. Oui. Que si tu avais dit que tu allais... Oui, la compréhension orale. Je vais les mettre ce soir. Oui. Je vais les mettre. Et je vais vous en donner une autre aussi. Compréhension écrite, compréhension orale, je vais vous en donner d'autres ce soir. Et avec la correction directement. Comme ça, vous pourrez vérifier directement. D'accord. Maintenant, je voudrais revenir sur le 3e texte, c'est-à-dire celui-là que vous avez envoyé. OK. Donc, la nouvelle guerre commerciale mondiale. Alors, avant de démarrer sur quelle pourrait être votre présentation orale, je voudrais que vous me fassiez un petit résumé, une petite synthèse de ce qui est dit dans les textes. Pas forcément par texte, hein, mais en général. De quoi il parle? En général, il parle des accords que l'Allemagne et la Chine ont fait face à la guerre que Donald Trump il a toujours l'augmentation des aranceles, la douane, augmentation des impôts. Donc, face à ça, ils ont dit on va s'allier contre aux États-Unis. Contre les États-Unis, oui, d'accord. Les États-Unis. Pour la production de produits de commerce mondial. D'accord. C'est ça. Oui. En gros, c'est ça, tu as raison. Oui. Quel pourrait être, si je vous demandais de trouver un titre à l'ensemble de ces 2 textes, vous mettriez quoi? Ou un thème? Pas forcément un titre, mais un thème. Ça serait quoi? Le commerce. Alors, un peu plus long que ça, quand même. C'est trop vague. C'est trop... Moi, les conséquences de la globalisation.
Conséquences de la globalisation. Oui, pourquoi pas? Oui, ça peut être très intéressant. Oui, conséquences de la globalisation. Alors, comment on dit globalisation? Globalisation, c'est espagnol. Hein. Comment on dit globalisation en français? Mondialisation. Voilà, Ah, mondialisation. oui. Ouais. Désolée. Donc, les conséquences de la mondialisation. OK. Vous voyez, là encore, un autre exemple. Elle dit globalisation. Moi, si je ne parle pas espagnol, je ne sais pas de quoi elle me parle. Oui. Je ne sais pas de quoi elle me parle. Donc, moi, j'ai fait tout de suite le rapprochement. Mais si vous avez un correcteur qui ne parle pas espagnol, vous êtes mal. OK? Donc, faites très attention à ces mots-là. Donc, les conséquences de la mondialisation. OK? On peut mettre aussi, les États-Unis vont-ils détruire le commerce international? Oui, sous la forme d'une question, oui. Ouais, ouais. Les États-Unis vont-ils détruire le commerce international? Le commerce international. OK. OK. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un petit peu le sujet? Parce que c'est extrêmement précis. Les États-Unis contre le reste du monde. D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir le sujet un petit peu comme dans la question d'avant, hein, mondialisation en général? Est-ce que le protectionnisme en général, une question sur le protectionnisme en général? Oui, oui. Les avantages et les inconvénients du protectionnisme. C'est plutôt une stratégie de protectionnisme qui est mise en discussion. Donc, parce que les États-Unis, dans ce cas, Trump a vraiment, dans sa stratégie, essaie de s'isoler et donc de favoriser de quelque façon les États-Unis dans un point de vue commercial et faire la guerre aux autres. Donc, c'est toujours se mettre avant les autres. D'accord. Alors, justement, tu as utilisé deux mots qui sont très proches. Tu as utilisé le mot protectionnisme et le mot isolationnisme. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, isoler, c'est-à-dire, dans ce cas, essayer de favoriser l'économie à l'intérieur de son pays. Ça, c'est le protectionnisme. Ah, OK. Ça, c'est le protectionnisme. Protectionnisme, ça n'a en fait qu'un sens uniquement économique. Ouais. D'accord? L'isolationnisme, c'est vraiment se protéger de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Pas seulement les produits, mais également les idées, les gens en général. D'accord? Donc, c'est ce que fait également Trump, puisque il bloque les frontières autant avec l'Asie qu'avec le Moyen-Orient ou l'Afrique, mais également l'Amérique latine, puisqu'il a bloqué la frontière au niveau du Mexique, pour pas que il y a eu ce problème qu'il y a eu il y a un an, là, où vous savez, il séparait les adultes des enfants, là, il mettait donc ça a fait tout un cinéma avec ce truc-là. Donc, Trump fait du protectionnisme économique, mais il fait également de l'isolationnisme. Okay? Donc, lui, il fait la totale. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est également quels sont les avantages et les inconvénients du protectionnisme. OK? Donc, vous voyez, vous avez un texte ici qui est très, on va dire, précis, qui parle d'un problème vraiment précis, celui des États-Unis contre la Chine et contre l'Allemagne, mais évidemment, vous n'avez pas de connaissances suffisantes pour pouvoir parler de ça pendant 20 minutes. D'accord? Du problème que rencontrent la Chine et les États-Unis. C'est extrêmement compliqué. Il faut ouvrir ce sujet. Il faut trouver une problématique qui soit beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte. Le protectionnisme en général, la mondialisation en général, OK? Et en trouver les avantages, les inconvénients, les problèmes, les solutions, etc. Là encore, vous retrouvez un plan classique tel qu'on a pu les voir, avantages, inconvénients, problèmes, solutions. Mais il faut que vous ouvriez ce sujet, on ne vous le reprochera pas. D'accord? En introduction, vous allez, ce qu'on vient de faire, dire quel est le thème principal des textes. Mais ensuite, vous allez ouvrir. Ce n'est pas une synthèse. On ne vous demande pas de rester bloqué sur ces textes-là. OK? Il faut
partir sur beaucoup plus large que ça. Le protectionnisme en général, la mondialisation en général, et les avantages et les inconvénients. OK? Donc, si vous devez présenter un sujet comme celui-là, en introduction, vous allez montrer que ces textes font référence à la politique économique et sociale de Trump vis-à-vis des pays européens, mais que ce problème est également mondial et qu'on peut réfléchir aux problèmes et aux inconvénients de ou mondialisation ou protectionnisme, etc. OK? Alors, je vais vous aider. On va essayer d'en discuter un petit peu parce que ce n'est pas un sujet facile. Donc, quels pourraient être les avantages du protectionnisme? De favoriser l'économie interne. Oui. Donc, donner des emplois au peuple américain et donc de redémarrer l'économie. Ne reste pas sur les États-Unis. Ne reste pas sur les États-Unis, généralise, donc donner des emplois au peuple du pays qui se... Hein, c'est exactement la même... Enfin, bon, oui, c'est peut-être pas un mauvais exemple, peut-être la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est complètement isolé. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient des emplois. Donc là, c'est un contre-exemple. Mais c'est vrai que donc, ça permet, au départ, de donner des emplois à la population du pays qui se renferme un petit peu sur lui-même. OK, premier avantage. Afin de réduire le taux de chômage et donc redémarrer l'économie interne. Redémarrer l'économie interne, très bien. Okay. Ouais. Et encore, par rapport à cette période-là, une période de critique sanitaire, il faut penser à des avantages en ce qui concerne le protectionnisme, surtout dans le domaine de la sécurité, par exemple. Très bien. Nous voyons bien que les virus, généralement, le coronavirus, il vient de Chine. Donc, sans critiquer, il aurait pu venir d'un autre pays, hein, sans critiquer la Chine, il aurait pu venir d'ailleurs. Mais s'il n'y avait pas autant de mondialisation des produits, des mondialisations également des gens, des populations qui voyagent partout dans le monde, qui n'arrêtent pas, s'il n'y avait pas eu ce développement actuel du XXIe siècle, peut-être que le virus y serait arrivé, mais beaucoup plus lentement et beaucoup moins violemment, on va dire. D'accord? Donc, il y a des virus qui, peut-être, ne viendraient jamais dans un pays s'il y avait du protectionnisme. C'est vrai, c'est vrai. Et ça aurait concerné aussi des zones circonscrites. Oui. S'il n'y aurait pas le phénomène de la mondialisation et donc le déplacement... Reprends ta phrase. Pardon? Reprends ta phrase. S'il n'y avait... Oui. S'il n'y avait pas le déplacement, on dit effréné, aussi le tourisme effréné, il n'y aurait pas tout ça. Mais juste une question. Pardon. Non, mais une question comme ça. En italien aussi, vous mettez du conditionnel après si? Non. Non? Non, pas du tout. Ah bon, alors en plus, c'est encore plus grave pour toi. C'est le subjonctif passé, en réalité. Oui, mais ma langue a fourché, comme on dit. Hein. D'accord. Donc, oui, rappelez-vous, après si, on met de l'imparfait en français, hein, toujours. Donc, d'autres avantages? Bruno, j'ai la sortie con Ouais. Au revoir à tous. Merci. À vendredi. Au revoir, à vendredi. Donc, d'autres avantages? Si je vous dis le thème environnemental. Ah oui. Tous les trafics commerciaux, ça va diminuer la pollution. Voilà. Le fait de consommer local, ça va diminuer
les transports dus justement au fait que on consomme des produits qui sont totalement hors saison. On consomme toute l'année. On veut des fraises à Noël. D'accord? Est-ce que c'est logique de vouloir des fraises à Noël? Non, ce n'est pas logique. Donc forcément, ces fraises, elles viennent de l'autre bout du monde. On trouve tous maintenant sur nos étals, dans les supermarchés, des produits exotiques, des papayes, etc. etc. Croyez pas qu'elles viennent de Bretagne ou de Normandie. Hein. Elles viennent de l'autre bout du monde. Elles sont venues en avion. Donc ça a coûté une fortune. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc. etc. Donc le fait de réduire la mondialisation, ça permettrait, on l'a vu avec le coronavirus, hein, le monde s'est arrêté, la Terre, elle a retrouvé un petit peu de vie, d'accord? On a bien vu que la pollution a disparu, etc. etc. Ok? Donc dès qu'il y a moins de transports internationaux, mieux la Terre vit. Ok, pas de souci, pas de souci. C'est aussi l'effet de produire des moins. C'est aussi l'effet de produire un moins, parce que sinon, on va redoubler le taux de pollution de chaque pays. Et donc, c'est toujours le problème de surconsommation qui est à la base d'une politique contre le protectionnisme. D'accord. C'est une arme à double tranchant, disons. Voilà, oui. Alors, évidemment, tous les avantages qu'on a trouvés vont, on va le voir, donner parfois des inconvénients. D'accord? On a parlé tout à l'heure, c'est Guilia qui a parlé tout à l'heure, ça va améliorer l'économie du pays. Ça ne va pas l'améliorer pendant très longtemps. D'accord? À un moment donné, l'économie, elle va bloquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus la concurrence des produits étrangers? Imaginons, en France, nos tomates sont en été, on va dire, entre 1 et 2 euros le kilo. OK? On a les tomates qui viennent d'Espagne, qui sont même moins chères que les tomates françaises. Imaginons que les tomates, alors ils sont à 1 à 2 euros parce qu'il y a les tomates espagnoles qui sont à 80 centimes. Imaginons qu'on enlève les tomates espagnoles. Qu'est-ce qui se passe en France? Les prix augmentent. Eh oui. Il n'y a plus de concurrence. Pourquoi on s'embêterait? Pourquoi on s'embêterait? D'accord? Il n'y a plus la concurrence des produits étrangers. Pourquoi on s'embêterait? On va augmenter les prix. Et donc forcément, les prix vont augmenter, le coût de la vie va augmenter. Et puis, à un moment donné, d'achat n'a pas diminué aussi. À un moment donné, le chômage, il va augmenter aussi. OK? Donc, et puis, il y a une richesse de produits que nous n'aurons plus. Est-ce que actuellement, la France ou l'Italie ou l'Espagne ou d'autres pays, l'Ukraine, etc., etc., est-ce que on peut être autonome? Est-ce que nous avons une industrie suffisante pour produire tous les produits dont on a besoin au jour le jour? Malheureusement, non. Dans le long terme, effectivement, ça représenterait un échec, ce type de politique. Alors, on ne dit pas sur le long terme, on dit sur le long terme. Ah, sur le long terme, ok. Sur le long terme. Sur le long terme, oui, ça serait un danger pour l'économie nationale. Petit à petit, c'est vrai qu'au départ, c'est très avantageux, mais on se rend compte que petit à petit, ça l'est beaucoup moins. Il ne faut pas croire, Trump, pour parler de lui, il a mis des blocages sur l'aluminium et sur je ne sais plus quel métal européen ou canadien. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que les producteurs américains, ils vont augmenter leurs prix. Pourquoi ils s'embêteraient? Il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de concurrence. Ils vont augmenter leurs prix. Et tous les pays vont faire la même chose. Tous les pays vont faire la même chose. Si, imaginons que, vous le remarquez, hein, de beaucoup de produits
que nous achetons au jour le jour sont d'origine chinoise. S'il n'y a plus ces produits sur le marché, les autres producteurs nationaux, ils vont augmenter leurs prix. Il n'y a plus de concurrence. Bruno, à vrai dire, presque tout est chinois. Oui, presque tout est chinois. Oui. Les entreprises nationales font fabriquer leurs choses en Chine parce que c'est moins cher. Alors ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les solutions. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les solutions. Oui, c'est vrai qu'il y a le problème des entreprises qui s'expatrient, parce que ils sont moins taxés aussi. Ouais, ils sont moins taxés. Et puis, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, voilà, le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher. Le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus cher. Regardez, par exemple, les entreprises françaises, notamment les entreprises de télécommunications, SFR, Orange, etc., etc. Tout le service après-vente ou tout le service clientèle est, pour la plupart, en Afrique du Nord. D'accord? Parce que le coût d'un employé au Maroc ou en Algérie est beaucoup plus faible que celui d'un employé à Paris. Ok. Renault a envoyé toute sa production en Roumanie parce que le personnel en Roumanie est payé beaucoup moins cher qu'en France. Ok. En Italie, c'était courant que les call centers, je pense qu'on les appelle comme ça en français, répondaient depuis l'Albanie. Depuis quelques mois, les call centers répondent de l'Italie. Oui, et c'est vrai qu'en Espagne, ça arrive la même chose, mais avec des pays du sud d'Amérique. D'Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud, parce que ça coûte moins cher aussi. Donc, vous voyez, il y a ce problème aussi. Est-ce que, alors ça sera dans les solutions tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement trouver un système, mais bon, là, c'est très, très compliqué, de généraliser un salaire minimum mondial, on va dire. Ça n'existe pas, évidemment, hein, mais un salaire minimum mondial. C'est-à-dire que, quand vous voyez dans certains pays, en France, le salaire minimum, c'est 1200, 1300 euros. En Espagne, je crois que c'est dans les 800 ou 900. En Italie, je ne sais pas. Si vous allez dans des pays de l'Est de l'Europe, c'est encore beaucoup moins. Afrique du Nord, c'est encore beaucoup moins. Comment voulez-vous qu'on puisse, j'allais dire compétitif, j'allais dire en espagnol, être compétitif? D'accord? Comment voulez-vous qu'on soit compétitif? C'est pas possible. Donc, il y a des solutions à trouver. Alors, c'est peut-être des solutions utopiques, évidemment. Trouver un salaire minimum mondial, c'est vraiment de l'utopie. Ça n'existe pas. Mais il y a un travail à faire là-dessus comme ça. Ok. D'autres aspects négatifs de la mondialisation ou du... non, moi j'avais fait par rapport au protectionnisme. Les aspects négatifs du protectionnisme. Peut-être si on ne laisse pas que des autres pays envoient ces produits, leurs produits, ces mêmes pays ne vont laisser aux États-Unis envoyer ces produits exportés, peut-être. Tout à fait. La production, l'exportation va chuter totalement. Évidemment, les autres pays ne vont pas vous laisser utiliser uniquement vos produits français et en plus accepter que vous receviez les vôtres, les leurs. C'est logique. D'accord? Donc, le protectionnisme, à un moment donné, ça va nous retomber dessus. Hein, les autres pays n'enverront plus leurs produits dans notre pays et ça va être une chute de l'offre. On n'aura plus accès à certains produits. Et aussi, ça affecte aussi à l'économie. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ça affecte l'économie. Ouais. Alors, il y a un autre sujet. Alors,
Comment faire pour que vous le trouviez tout seul? Que font les Français qui habitent à la frontière avec l'Espagne? Achète en Espagne parce que c'est moins cher. Voilà. Ouais. Acheter de l'essence, acheter des cigarettes, acheter de l'alcool, ils passent la frontière et ça coûte 2 fois moins cher. Donc ça va. Oui, c'est le même entre l'Italie et la Suisse, en vérité. Ça va En France et l'Allemagne aussi. Ça va développer la contrebande. Ça va développer la contrebande. Le protectionnisme va développer la contrebande. Mais aussi la criminalité, parce que si on étudie un peu l'histoire des États-Unis, dans les années 20 ou 30, il y avait le protectionnisme à l'époque et a causé aussi une augmentation de la criminalité. Oui. Parce qu'il n'y avait pas le commerce des bévandes alcoolisées. Toute cette période que l'on appelle avec Elliot Ness, etc., et Al Capone. Les gangsters. Voilà, c'était le trafic d'alcool qui était interdit. Et donc, forcément, il y a eu ce trafic qui a eu lieu. Donc, ça, c'est un risque également du protectionnisme. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un travail au noir, un trafic totalement de contrebande de produits? Donc, ça, c'est un autre risque. Donc, les solutions, ce serait quoi? Bruno, une chose, avant l'entrée de l'euro en Slovaquie, les Polonais allaient acheter presque tout en Slovaquie. Maintenant, c'est impossible parce que c'est trop cher. Oui, mais c'est vrai que l'euro a uniformisé un petit peu les prix. C'est vrai que avant l'euro, moi, quand j'allais en Espagne, mais bon, je dépensais rien, quoi. C'était le paradis, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois que l'euro a passé, il n'y avait plus beaucoup de différence, quoi. Maintenant que quand je remplis mon caddie, quand je vais faire mes courses à Almeria ou à Loudéac en France, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes prix. Donc, il n'y a plus de différence. Alors qu'il y a 20 ans, il y avait une énorme différence entre les deux pays. Donc, ça. Mais alors, quelle solution, justement, pour en même temps protéger sans bloquer? Des accords d'échange. Des accords commerciaux. D'accord. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez cité ces cas d'entreprises qui s'exportent à l'étranger parce que ça coûte moins cher. Est-ce qu'on peut pas faire un genre de système de protectionnisme, mais en interdisant aux entreprises nationales d'aller voir ailleurs? Les mettre des impôts, par exemple, supplémentaires, ceux qui vont dehors payer de plus de impôts pour les pays. D'accord. Nous avons le même problème, par exemple, avec certaines entreprises américaines, comme Amazon, etc., qui, elles, ont ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Ils s'installent au Luxembourg, ils s'installent en Irlande, etc., parce qu'ils payent beaucoup moins d'impôts. Mais en fait, ils travaillent en Espagne, ils travaillent en Italie, ils travaillent en France, mais ils ne payent pas leurs impôts en Italie, en France ou en Espagne. Ils payent leurs impôts en Irlande ou au Liechtenstein ou au Luxembourg. Aux Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas aussi, parce que ça coûte moins cher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'interdire ce genre de pratique pour protéger les pays? Ok. On a vu également avec la crise de coronavirus, on a vu que on s'est retrouvé à un certain moment, les hôpitaux européens se sont retrouvés à un moment donné sans antibiotiques, sans produits, parce qu'en fait, tous ces produits sont produits en Chine. D'accord? Ou en Inde. OK? Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire revenir une production nationale? Par exemple, les masques. Les masques, personne n'avait de masque en France parce qu'aucune entreprise française ne fabriquait de masques. D'accord? Et on s'est retrouvé, alors je ne sais plus, oui, c'est les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en France, ça a fait un scandale parce qu'on a acheté 2 avions entiers de masques à Pékin, je crois. Espagne aussi. Quand Pékin est sorti de la crise, donc ils ont reproduit des masques. Et donc, nous, on a acheté 2 avions entiers de masques qui devaient atterrir à Paris. Et en fait, les Américains sont arrivés sur le tarmac, donc sur au niveau de l'aéroport. Et puis, ils ont sorti le carnet de chèques. Ils ont dit, on vous donne 2 fois plus d'argent que les Français. Et en fait, l'avion, au lieu de venir à Paris, il est allé directement aux États-Unis. Et nous, on n'a rien eu. Je ne sais pas si
c'est en Italie aussi, mais en Espagne, c'était pareil aussi. Ouais. Donc, Et des produits défectueux qui n'étaient pas bien. ouais. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment un gros problème. Donc, s'il y avait une production nationale, il n'y aurait pas ce problème-là. Et d'ailleurs, on a commencé en France. On a de nouveau des entreprises qui fabriquent des masques en France. Je ne sais pas si c'est le cas en Italie ou en Espagne, mais on a de nouveau une production nationale. Et ils sont en train de réfléchir avec les laboratoires pour reproduire certains produits. Notamment, je sais qu'ils ont manqué à un certain moment de produits pour la chimiothérapie pour les personnes malades du cancer. Ils n'avaient plus de produits pour la chimio en France, à un moment donné. Parce que tout était produit en Chine, et comme la Chine était totalement isolée du monde, on ne recevait plus les produits. Donc, ils sont en train de réfléchir pour refaire une production nationale. Donc, vous voyez toutes ces difficultés du protectionnisme et de la mondialisation. Et c'est le sujet que vous avez ici, sur lequel il faut que vous réfléchissiez. Donc, là encore, vous pouvez me faire, quand vous le souhaitez, une expression orale, d'accord, où vous allez, en introduction, présenter le sujet, présenter une problématique, on en a vu 2 ou 3 ici, présenter une problématique, le plan grâce auquel vous allez répondre à cette problématique, et ensuite vous faites le développement où vous présentez avantages, inconvénients, problèmes, solutions, comme vous voulez. Il y a plusieurs plans possibles, d'accord? Et une conclusion dans laquelle vous présentez votre point de vue personnel et ce que vous estimez du monde actuel, monde économique, enfin tel qu'il est de nos jours, quoi. OK? Donc voilà. Moi, je vous envoie également. Ah oui, je voulais vous en parler un petit peu. Alors, je ne l'ai pas mis en ligne. Je ne sais même plus sur quel sujet c'était. Oui, c'était sur. Oui, c'est ça. Bruno, excusez-moi, je voudrais seulement si c'est possible d'envoyer les documents pour le cours un peu avant. Oui, je sais. Oui, je sais. Quelques heures avant, en fait. Je m'en rends compte. Merci. Donc là, je vais vous envoyer un texte sur les règles et les valeurs à l'école. D'accord? Donc, il y a un document audio avec des questions, suivi d'une expression écrite, où là, je crois que c'est une lettre formelle au directeur de l'école. Et puis, vous avez une expression orale également, où vous avez la réponse du directeur à la lettre du parent. D'accord? Donc, vous essayez, je vous laisse du temps pour faire ça. Hein. Vous avez une semaine, si vous voulez, pour le faire. Mais vous essayez de faire ces 3 exercices-là. Moi, je vais vous envoyer la correction directement pour la compréhension orale. OK? La compréhension orale, je vais vous envoyer la correction, comme ça vous l'aurez. Vous pourrez vérifier si vous avez bien compris. Mais par contre, pour la compréhension, l'expression écrite et l'expression orale, j'attends que vous m'envoyiez vos devoirs pour vous fournir les idées. Là, je ne vous dis rien. Je ne vous dis pas comment le faire. Bon, vous savez que c'est une lettre formelle, mais je ne vous donne pas les arguments, je ne vous donne rien. À vous de trouver tout seul. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Donc oui, promis, je vais vous envoyer plus tôt. Je vais essayer de... Ceux de vendredi, je vais essayer de vous les envoyer demain. D'autres questions? Non? Non. Bruno, j'ai envoyé un WhatsApp avec oui, tu l'as reçu? D'accord, je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est fait. J'ai pas encore regardé, donc je peux pas te dire. Non, mais je sais. J'ai pas encore regardé, mais je l'ai reçu, WhatsApp. D'accord. Oui, Maria Cortázar, oui. D'accord. Oui, j'ai la vidéo. C'est pour confirmer. Ouais. La classe inversée, la vidéo, je l'ai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je voulais dire que j'ai un peu de problème à préparer l'exposé oral. Je sais pas, je suis trop stressée. Mais c'est quoi? C'est un problème de quoi? De timidité ou un problème technique? Technique aussi, parce que mon portable n'a pas suffisamment de mémoire. Alors, la vidéo, elle occupe trop d'espace et j'ai peur qu'il va se bloquer.
je pense de pouvoir le faire comme enregistrement vocal. Sauf que moi, je me stresse trop, hein, j'arrive pas. Mais pourquoi tu stresses J'arrive à parler avec vous, dès que je dois parler d'un sujet, je me bloque. Moi aussi. Oui, mais Gosia, tu dois t'habituer à parler toute seule. Ouais. C'est ça le secret. C'est ça le Moi, secret. le problème, c'est que j'ai l'écran devant moi, j'ai mes voix, alors je suis en train d'être tout le temps en mouvement et j'ai fait 5, 6 fois les vidéos, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas. C'était une catastrophe, mais bon, j'ai dit, je dois le faire mal, mais le faire plusieurs fois. Je vais en enregistrer quelques-unes, moi, pour vous montrer un petit peu comment je fais. Je vais le faire et je vais vous les mettre en ligne. Mais quand on écrit, c'est différent parce que tu enchaînes les idées différemment. Moi, pour écrire une lettre ou quelque chose, j'utilise 5, 6 feuilles parce que j'ai des idées sur chaque feuille. Ensuite, je les mets ensemble. Pour préparer l'exposé oral, voilà, je me bloque. Je ne sais pas comment aller avant. Je voudrais retourner en arrière parce qu'il y a une... Ah bah c'est trop tard, oui, avec l'oral, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Avec l'oral, c'est la difficulté. C'est l'avantage de l'écrit, la grande différence entre l'écrit et l'oral, c'est que l'écrit, on peut se corriger. L'oral, une fois que c'est dit, hein. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit. Hein. Tu peux pas... Ah non, je ne l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est pas possible. Moi, je me rendais compte que je disais beaucoup « on », que tu as dit que ça interdit pour l'expression orale. Et après, j'ai changé mais je l'ai déjà dit. Ouais, d'accord. C'est tout le temps on. Mais là, on est en entraînement. C'est pour ça, il faut pas avoir peur. Et comme je vous ai dit le premier jour, hein, Gosia, hein, vous êtes là pour apprendre. Et donc, forcément, vous allez vous tromper. Forcément, vous allez faire des erreurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Fais ce que tu peux. Oui. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Moi, dans l'intensif de B2 là, que j'ai en ce moment, je leur dis qu'il faut normalement parler 10 minutes. Mais ils sont tous là en me disant, mais au bout de 6 minutes, on ne sait plus quoi dire. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça au départ. C'est comme ça au départ. Je pense qu'on est aussi porté à quelque chose. Alors, il y aura quelqu'un qui sera porté à écrire, et il y aura un autre qui sera porté à parler. Enfin, d'une petite phrase, il y a des personnes... De toute façon, on a tous des qualités différentes. Hein. On a tous des qualités différentes. Mais bon, tu as vu ce que je t'ai mis. Je sais pas si bon, la lettre que j'ai lue, c'était la sienne. Donc, la lettre que j'ai lue, c'était la sienne. Mais c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc, tu peux le faire sans aucun problème. Il faut que tu prennes confiance en toi. Il ne faut pas que tu aies peur. Tu sais le faire, tu peux le faire. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Surtout que là, on est entre nous. En plus, la vidéo, je vais être le seul à la voir. On se connaît quand même. Tu n'as pas peur de moi. Je suis pas méchant. Je suis pas. Je vais pas te gronder. Je vais pas te. Apprends à le faire face à moi. Apprends à le faire. Et puis, petit à petit. Voilà, ne me grondez pas parce que sinon, j'arrête. Non, mais faut pas. Si tu veux, si vraiment tu as peur, on peut se fixer un rendez-vous tous les deux. Et puis, on le fait par WhatsApp online. Tu essaies de me parler pendant 10 minutes. Si tu préfères le faire en direct comme ça. Non, si je peux essayer de faire un enregistrement, je vais le faire volontiers. C'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose que disait Maria. En fait, j'ai commencé à faire l'enregistrement. Au bout d'une minute, je la coupais, puis voilà, j'ai recommencé, je la coupais, je recommençais. Mais je te rassure. Hein, Moi, j'ai pris 1 heure pour faire moins de 10 minutes et c'était mauvais, je sais. 1 heure, je crois. Mais c'était la première fois. Et tu sais que moi, les vidéos que je vous mets sur YouTube, les vidéos que je mets sur YouTube, il y a généralement 2 ou 3 essais. Hein. Bon, sauf les vidéos en direct.
La dernière, j'étais content de moi, je ne me suis pas planté une seule fois. Mais les vidéos qui sont enregistrées, t'inquiète pas, il y a eu plusieurs essais. Hein. Il y a eu plusieurs essais. C'est normal. Hein. Mais on n'est pas des hommes politiques. Hein. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous. Mais c'est pas quelque chose de facile de parler en public. C'est pas quelque chose de facile. Et les correcteurs le savent. Ils savent bien. Ils vont en tenir compte. Ils vont en tenir compte. On n'attend pas que vous soyez des personnes qui vont faire un discours d'1 heure. Peu de personnes sont capables de faire ça. Faut pas t'inquiéter. Faut essayer. Essaye 5 minutes au départ. Essaye de le faire en 2 fois ou en 3 fois, si tu veux. Tu fais une vidéo avec l'introduction, une autre vidéo avec la première partie, une autre vidéo, et puis tu les envoies petit à petit. Mais il faut t'entraîner. Faut t'entraîner. OK? Je vous envoie tout ça ce soir ou demain matin, comme ça vous l'aurez en avance. D'accord, merci. D'accord. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonne soirée. À vendredi. D'accord. Gossia, Vendredi. dernière question. Je peux la publier, ta lettre ou pas? Oui. Oui? OK. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.